Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio, modulation de fréquence 99.7 MHz, ainsi que sur www.jadefm.fr. Les rencontres de Jade, un invité en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Violin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes présent en studio aujourd'hui pour nous présenter un ouvrage. C'est un très beau livre qui s'appelle Descendeurs, aventure en terre africaine. Mais si vous le voulez bien, je vais commencer par une petite narration qui préface votre livre. Nous partions confiants, jeunesse en avant, pris d'une inextinguible soif d'Afrique, de désert, de sable, de pistes, de routes qui n'en finissaient pas. Nous goûtions avec délectation chaque moment de cette vertigineuse descente vers le sud. Nous glissions fougueusement au milieu d'autres paysages, d'autres peuples. Chaque étape devenait voyage. Europe, Maghreb, Sahara, Afrique noire. Chaque fois, le rêve grandissait, prenait forme, s'étalait comme un film dont nous étions acteurs. Et nous étions là, grisés, presque surpris de ce qui nous arrivait. L'Afrique nous saisissait au fur et à mesure des voyages, elle s'imprimait en nous. L'addiction nous gagnait, il en fallait toujours plus. Nous remontions les yeux pleins de flammes, les projets jaillissaient. À peine partis, nous évoquions déjà la prochaine fois. À peine rentrés, nous étions déjà cette prochaine fois. Ce livre, il s'appelle Descendeurs et il raconte des épopées durant plusieurs années, qui ont commencé dans les années 50, 60, et qui consistaient à descendre des voitures d'occasion pour pouvoir les revendre en Afrique. C'est ça. Et vous en êtes un des témoins. On peut le dire. Combien de descentes? Je vous demandais juste de vous rapprocher un peu de... J'ai dû faire une quinzaine de descentes, mais étalé sur une dizaine d'années, quoi. Donc, 1 à 2 fois par an, ça dépend. Voilà, donc, effectivement, c'est un sujet que je connais bien quand même. Et j'ai voulu retrouver ces tranches de vie qu'on avait connues, parce que je pense qu'il était temps de mettre des mots sur les sensations qu'on avait connues. Puisque, comme... le texte de préambule que vous avez lu, on voit bien que l'Afrique nous prenait. Et ça, il fallait le dire avec des mots. C'est ce que j'ai essayé de faire. Des mots et des images, hein, parce que cet ouvrage, il pullule de documents photographiques où on voit justement ces aventuriers. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, parce que c'est une aventure avec un grand A. Oui, c'est une aventure parce que, surtout au vu de notre époque, puisque là, on parle d'un temps qui a 40, 45, voire 50 ans. Donc, effectivement, on est dans un autre contexte et on n'est pas avec son téléphone portable à réserver un hôtel ou quoi que ce soit. Non, c'était tout au feeling, à l'ancienne. Il n'y avait pas, évidemment, de GPS, pas de téléphone, avant l'informatique, quoi. Donc, un autre monde et une autre façon de voyager. Ouais, une autre époque aussi complètement, parce que la géopolitique d'aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir du tout avec celle d'hier. Absolument. Là, c'était vraiment... là aussi, c'est un point sur lequel je veux appuyer, puisque on a vécu... en fait, notre histoire est devenue histoire. C'est-à-dire qu'on a vécu cette période post-colonialiste, qui n'existe plus actuellement. Et on était dans un monde... je veux juste vous donner un exemple. Quand moi, je suis parti en Afrique la première fois, c'était en 1980. La guerre d'Algérie était finie depuis 18 ans. 18 ans, c'est rien. Plus on avance en âge, plus on s'aperçoit que un nombre d'années comme celui-ci, finalement, c'est pas grand-chose. Ouais. Tout à fait. Et donc, cette guerre qui était quand même tragique, en plus, contre les Français, et nous, on était accueillis comme des frères, comme des amis. C'était très surprenant. Et
Juste pour vous donner un deuxième exemple qui est quand même frappant de cette époque, en Afrique noire, enfin on dirait en Afrique subsaharienne maintenant, au Niger ou au Mali, plutôt en brousse, il y avait des anciens, comme on les appelle en Afrique, ils nous faisaient le salut militaire quand ils nous voyaient. Alors nous, on avait 20 ans, l'armée, c'est pas notre truc, et on était surpris, mais maintenant je le comprends, puisque c'était vraiment... La colonisation était très récente. Donc il y avait encore tous ces réflexes, on va dire, et on changeait d'époque. C'est vrai qu'on était en train de changer d'époque. Il y avait aussi les Blancs qu'il côtoyait, c'était des gens de l'époque de la colonisation, ou des militaires, ou des gens de l'administration, et puis les vieux Blancs qui étaient là... un peu désabusés. Et alors, tout d'un coup, ils voient arriver, débarquer une bande d'énergumènes un peu limite, un peu chien fou. Donc, on amenait on amenait autre chose. C'était vraiment une époque charnière. Alors, vous expliquez dans ce livre que dans la plupart des pays d'Afrique, c'était à cette époque-là, et à ces époques-là, au pluriel, quasiment impossible de se procurer un véhicule d'occasion, et le neuf, alors là, encore moins. Et c'est pour ça que pour ces habitants de ces pays, recevoir une voiture, avoir la possibilité d'acheter une voiture d'occasion, que ça devienne abordable, c'était quelque chose qui tombait du ciel presque. Ah, oui. Alors, il y avait la voiture, et il y avait aussi tout le matériel qu'on apportait. Puisque des pièces détachées, par exemple, il faut voir qu'en Afrique, à cette époque, il y avait énormément de voitures en panne, et tout simplement parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange. Nous, l'intérêt, c'était d'en apporter. L'intérêt des deux côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous dites est vrai. Si ce commerce a commencé, c'est tout simplement parce qu'il y avait un besoin, tout bêtement. Donc, au fur et à mesure, cet échange, c'est un échange commercial, mais il s'est fait naturellement. Et on va dire, tout le monde y trouvait son compte. Alors, l'aventure, la rencontre avec des peuples, avec des gens, des vrais gens. Vous parliez d'aventuriers chiens fous et qui partaient un petit peu à l'aventure avec une carte, une boussole, on imagine. Mais il y a aussi un objet, et l'objet, c'est la voiture, et en particulier une voiture, la 504. Oui. Alors, c'est dans la même veine, il y a eu la 404 au départ, la 504, puis la 505. Donc, tout ça, c'était c'était les trois modèles vraiment plébiscités en Afrique. Parce que solide, résistant. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait effectivement cette fiabilité, cette robustesse. C'était des voitures pragmatiques. Il y avait pas de chichini. C'était très simple. La mécanique était très simple. Et les Africains étaient devenus experts dans ces voitures. Et autant les Africains aimaient cette voiture, autant nous aussi, parce que nous, on roulait avec, et on les a malmenés et nous ont menés jusqu'au bout, malgré tout cela. Et c'est vrai qu'on adorait notre voiture, ces voitures, on les adorait. Alors, votre livre, il fourmille d'anecdotes. En choisir une, ce serait difficile. Moi, je l'ai parcouru, je l'ai pas encore terminé, j'ai pas eu le temps. Mais il y a une parmi toutes ces anecdotes que j'ai retenues comme ça, c'est quelqu'un qui était parti avec une déesse. Qui avait été obligé de l'abandonner sur place pour un problème, je crois, de suspension avec un système. Enfin bon, votre livre fourmille d'exemples comme ça. Si je vous demandais la première anecdote qui vous passe par la tête durant cette émission, ce serait laquelle? Même si je sais que c'est compliqué. C'est compliqué, mais alors... Il y en a énormément, évidemment. Tous ceux qui ont fait ça, on a rempli des valises et des malles d'anecdotes, puisqu'il se passait 50 choses tous les jours. Donc, voilà. Alors, juste pour répondre à votre question, je vais rebondir sur la DS, effectivement, qui était pas la voiture idéale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'avais un ami italien, qui voulait absolument venir avec nous. Et on lui avait dit, achète une Peugeot. Il n'en avait pas trouvé. Il avait vu une DS. Pour lui, c'était une voiture française. Il s'était dit, bon,
ça va fonctionner. Donc quand je l'ai vu arriver avec la DS, j'ai dit oui, allez, aïe, aïe. Mais enfin bon. Et donc, la DS est très bien passée dans le désert. Enfin bon, il y a pas eu de problème, mis à part que ceux qui ont connu la DS vont comprendre, il y avait un gros voyant rouge en plein milieu du compteur. Ce gros voyant rouge marqué stop, et il s'allumait sans arrêt. Et mon fameux ami qui s'appelait Pierrot, il connaissait rien en mécanique, et il paniquait. Il avait lu le petit manuel de la voiture, et c'était marqué si le voyant stop s'allume, dirigez-vous vers le garage le plus proche. Alors en plein milieu du Sahara, on a dit à Pierrot, t'inquiète pas, continue à descendre dans le sud, on va trouver un garage. Voilà, bon. Et la voiture est arrivée quand même. Bon, la voiture est arrivée. Personne n'en voulait à la fin, mais bon. Alors, dans ce livre, il y a également des portraits. Et vous rendez hommage à des j'allais dire, des rois de la route, en tout cas des gens qui en ont fait presque leur activité principale, Ouais. non pas par besoin d'argent, mais surtout pour l'aventure. Alors oui, il y en a évidemment dans cette... dans tous ces gens qui ont fait, c'était un peu l'armée mexicaine quand même. Hein. Il y avait de toutes sortes. Voilà, et il y avait du plus sérieux au plus fou, mais bon, et il y en a qui étaient des stakhanovistes, quoi. C'est-à-dire qu'ils descendaient toutes les 3 semaines. Il y avait des gens qui leur trouvaient un ami, qui leur trouvait une voiture en France. Ils remontaient en avion, ils descendaient, et ils n'arrêtaient pas. C'était un vrai boulot, hein. Et voilà, bon, fallait être... parce que juste pour dire, pour gagner quand même de l'argent, parce qu'il y avait quand même ça, hein, quand il y en a qui en ont fait leur gagne-pain, fallait descendre le plus rapidement possible et dépenser le moins possible, évidemment. Voilà, donc c'est ce qui expliquait que ça... Je sais pas comment il faisait, mais il roulait, je vais pas dire jour et nuit, mais c'était vraiment très impressionnant. Très impressionnant. Qu'en est-il aujourd'hui, à l'heure actuelle ? Parce que dans mes connaissances, je connais des gens qui, je pense qu'ils sont revenus actuellement, il y a très peu de temps en tout cas, mais il y a 2 mois, ils sont partis. Ouais. Alors, avec un camion et des pièces détachées, justement. Alors, à l'heure actuelle, tout ce commerce informel, on va dire, a disparu. Il s'est professionnalisé. Par exemple, dans les descendeurs de camions, il y en a eu quand même pas mal. Il y en a dans mon livre, d'ailleurs, qui sont témoins. C'est très intéressant, d'ailleurs, leur vision. Donc, eux l'ont fait par les voies maritimes après. Ils sont devenus professionnels. Ils habitent moitié en Afrique, la moitié en Afrique aussi. Et c'est effectivement... ce qu'on n'avait pas, si vous voulez, puisque c'était des histoires individuelles, ça a été pris par une organisation. Donc là, évidemment, notre commerce, entre guillemets, s'arrêtait automatiquement parce que le commerce des voitures s'est fait directement par bateau, mais par des grosses organisations, et ils ont envahi l'Afrique de voitures d'occasion. C'est-à-dire à l'heure actuelle, à Lomé, à Cotonou, dans toutes les grandes villes du golfe du Bénin, vous avez des parcs immenses remplis de voitures qui viennent d'Europe. Alors, quand je dis des parcs immenses, c'est même une ville, c'est même des villes. Hein. Il y a des restaurants, il y a dans le parc lui-même, c'est très impressionnant à voir. Et donc, ils ont saturé l'Afrique de voitures d'occasion. Donc, forcément, nous, quand on descendait, il y avait une question, comme dans tout commerce d'ailleurs, d'offre et de la demande. Donc là, effectivement, de toute façon, le commerce s'est arrêté. Le commerce, de la façon dont on le faisait, s'est arrêté de lui-même. À titre individuel, c'est arrêté. Hors société. Alors, certaines personnes peuvent continuer à faire du commerce, mais c'est différent. Souvent, c'est des commandes, c'est des choses comme ça. Mais pas de la façon de ce commerce aventurier, entre guillemets, qui était un mixte entre commerce et voyage. Et voilà, parce que, encore une fois, donc là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Voilà. Pas de GPS, donc pas d'orientation autre que celle d'une carte, et de rencontre également. Il faut passer par là. Tout à fait. Tu continues tout droit sur 200 km. Exactement. Pas de téléphone portable pour signaler « je suis en rade ici ou là ». Exactement. On se donnait des rendez-vous à une semaine près et on y arrivait. Ouais.
à peu près. Et notre GPS, c'était la carte Michelin. Et la boussole. Oui, et encore. Votre livre, il s'appelle donc Descendeur au pluriel. Votre nom, c'est Didier Violin. Et il y a une édition que vous avez créée qui s'appelle les éditions Trelosque, Trelosk. Voilà. Il y a un site internet, https édition-trelosque, Trelosk.fr. Je remettrai le lien de votre maison d'édition sur le podcast que vous pouvez réécouter sur l'antenne de Jade FM. Mais on va parler d'un événement maintenant qui se déroule après-demain, c'est samedi. Tout à fait. Ça se déroulera au Centre culturel de Préfailles. Ça commence à 16h30. Et c'est une soirée festive qui se poursuivra ensuite à 19h au Café du Centre, toujours à Préfailles. Et qu'est-ce qui va s'y passer durant cette une présentation du livre, en fait? Alors, à 16h30, c'est une petite... une présentation du livre, on va dire une conférence, voilà, dans laquelle je vais essayer de mettre des mots par rapport sur le livre, effectivement, pour rendre sympathique la chose et que les gens aient envie de connaître un peu plus de cette histoire, quoi. Voilà. Descendeur, allez écouter Didier pour cette conférence Centre culturel de Préfailles. Ça se déroule à 16h30 et c'est samedi 4 juillet. Donc, puis à 19h, une soirée festive Café du Centre, toujours à Préfailles. Édition Trelosque, édition au pluriel, Trelosque. Trelosque qui veut dire carburant en breton. Eh bien, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Donc, c'est le carburant qu'on mettait dans les voitures et c'est le carburant qu'on avait dans la tête également. Pour avoir l'énergie de faire cette descente. Merci beaucoup, Didier. Merci pour l'ouvrage. Je suis ravi de le conserver. Édition-trelosque.fr et cette conférence à Préfailles samedi. Merci beaucoup. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.